coup commencer cet atelier de l'après-midi, premier atelier de l'après-midi avec un petit peu de retard puisque ce matin, effectivement, les conférences ont été décalées de 15 minutes. Donc du coup, voilà, on a repris 15 minutes de retard également pour ce début d'après-midi. On recommence avec un atelier axé sur un produit, une drogue voilà, particulièrement diffusée et prévalente, c'est le tabac, avec un axe original qui est celui des lieux de santé sans tabac, qui est une politique qui a été développée récemment par le RESPAD, en tout cas une remise à jour de la politique réseau hôpital sans tabac du RESPAD, sur son élargissement à l'ensemble des lieux de santé. Il ne vous aura pas échappé que depuis quelques années maintenant, il y a eu des vrais changements dans la politique de lutte contre le tabagisme en France, entre le fonds de lutte contre le tabac, le programme national de lutte contre le tabagisme, les différentes expériences de mois sans tabac qui se succèdent maintenant chaque année, le remboursement des substituts nicotiniques, l'élargissement de la prescription en 2016, l'émergence également de la vape qui s'est très largement aussi diffusée maintenant en France. En tout cas, beaucoup d'éléments qui font qu'on arrive enfin à avoir un impact fort sur la consommation de tabac avec des chiffres aujourd'hui qui sont encourageants et qui vont vers une diminution du coût de ces consommations. On va avoir du coup au cours de cet atelier 4 présentations extrêmement complémentaires et intéressantes. Tout d'abord, Émilie Beauvillier, qui est chargée de projet au RESPAD, nous fera l'état des lieux de la politique lieu de santé sans tabac à travers les résultats de l'audit lieu de santé sans tabac qui a été réalisé en 2019 par le RESPAD. Ensuite, on aura une intervention de Julie Marty, qui est infirmière à la PHP à Paris, qui nous présentera, elle, un modèle d'intervention brève en tabacologie pour agir efficacement pour réduire la consommation de tabac chez les fumeurs. On aura ensuite la présentation du réseau basque des hôpitaux sans tabac, donc une intervention en espagnol qui sera du coup traduite en temps réel, voilà, par notre ami Miguel qui a du coup accepté de faire cette traduction. Et on terminera par une expérience extrêmement aussi intéressante et novatrice qui est celle de la diffusion de la vape, des vaporisateurs personnels dans l'établissement pénitentiaire de Caen, en lien avec le CHU de Caen. Et c'est Xavier Guilloux qui est président de la Vape du Cœur qui nous fera l'honneur de nous présenter cette belle expérience. On prendra des questions à l'issue de chaque présentation, qui vont durer entre 15 et 20 minutes à chaque fois. Émilie, je te laisse ouvrir cet atelier. Merci. Donc, bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Émilie Beauvillier, je suis chargée de projet au RESPAD, donc le réseau des établissements de santé pour la prévention des addictions. Et je vais vous présenter aujourd'hui les premiers résultats de l'audit lieu de santé sans tabac. Donc un petit peu pour vous remettre dans le contexte, le RESPAD, c'est anciennement le réseau hôpital sans tabac qui a été créé en 1995. La politique tabac a toujours été majeure et primordiale au sein du RESPAD. Et en 2017, ça nous a paru important de réaffirmer justement cette politique tabac et en élargissant la politique hôpital sans tabac à lieu de santé sans tabac, où on a élargi à l'ensemble des établissements sanitaires et médico-sociaux. En 2018, le RESPAD il est devenu coordinateur national de cette politique et lieu de santé sans tabac, c'est devenu vraiment une priorité au niveau national, une priorité qui est inscrite dans le programme national de lutte contre le tabagisme 2018-2022. Donc l'objectif de ce programme national de lutte contre le tabac, c'est vraiment d'amener sur cette période 50% de l'ensemble des établissements sanitaires et l'ensemble des établissements qui ont une prise en charge mère-enfant et cancérologie à être engagés dans cette stratégie lieu de santé sans tabac. Alors, qu'est-ce que l'audit lieu de santé sans tabac ? Donc, c'est un audit qui a été élaboré par le Global Network. Donc, c'est un audit qui est au niveau international et qui a été traduit par le RESPAD en français. C'est un outil d'auto-évaluation motivationnel qui permet aux établissements de faire dans un premier temps un état des lieux de l'avancement des actions qui sont mises en place dans l'établissement, voir également où se situe l'établissement dans la politique lieu de santé sans tabac, et enfin pouvoir dégager des axes d'amélioration et mesurer la progression de l'établissement dans cette stratégie. Une présentation un petit peu visuelle de cet audit. Dans un premier temps, vous avez les coordonnées, la description un petit peu de l'établissement. Vous avez les différentes normes et les différentes questions. Au niveau des normes qui sont investiguées, on en compte 8, notamment par exemple la communication, la formation ou la surveillance et l'évaluation. Et chaque norme est auto-évaluée
par un score qui va de 0 non mis en œuvre à 3 oui complètement mis en œuvre. Et chaque établissement qui répond à l'audit, il obtient un score qui lui permet d'avoir un niveau de certification, soit un niveau bronze, soit un niveau argent ou un niveau or. Le niveau bronze, ça permet vraiment d'avoir une auto-évaluation, c'est-à-dire que l'établissement il peut s'auto-certifier niveau bronze dans la stratégie de lieu de santé sans tabac. Le niveau argent, ça permet d'avoir une évaluation externe qui est réalisée par des auditeurs qui sont missionnés au niveau national. Et le niveau or, c'est une évaluation externe qui est faite par des auditeurs internationaux. On a réalisé également au RESPAD un guide d'accompagnement qu'on vous a mis en haut de la diapo à droite, qui permet justement d'accompagner les établissements dans leur démarche et pouvoir avoir une interprétation du score qu'ils peuvent avoir. Également, on a réalisé des plaques pouvant valoriser l'engagement des établissements de santé qui ont répondu à l'audit. Sur votre gauche, vous avez une plaque du centre hospitalier de la Côte-Basque qui a répondu à l'audit et qui a un niveau minimum bronze. C'est-à-dire que tous les établissements qui ont répondu à l'audit et qui ont minimum le niveau bronze reçoivent automatiquement cette plaque. Et sur votre droite, vous avez la plaque avec le niveau argent. On va le revoir tout à l'heure, mais il y a 4 établissements au niveau national qui ont le niveau argent. Au niveau de la méthodologie de cette enquête, l'audit il a été remis à jour en janvier 2019 sous un format dématérialisé, donc de PDF interactif, qui permet vraiment aux établissements de pouvoir y répondre. Donc on peut aussi le faire passer dans les différents services de l'établissement. Et à la fin, vous pouvez directement nous l'envoyer sur une adresse qu'on a créée au RESPAD. Et il a été également mis sur un site internet dédié au RESPAD pour pouvoir y répondre directement et avoir le niveau de certification qui apparaît aussi directement. Cet audit il a été diffusé au niveau national par le RESPAD via une newsletter qu'on a envoyée et on a fait beaucoup de relances auprès de 8000 professionnels du champ de la dictologie. Et il y a eu beaucoup de relais qui a été fait de la part des tutelles, des ARS notamment, et des partenaires régionaux. La passation de l'enquête, elle a duré pendant 2 mois et on privilégiait un seul questionnaire par établissement, si possible envoyé par le directeur ou son représentant. Donc maintenant, on va vraiment voir les résultats précis de cette enquête. Donc, on a reçu pendant ces 2 mois 426 audits qui ont été renseignés au niveau national. En comparaison, on a réalisé cette même enquête en 2017 où on avait eu 155 retours. Donc on peut voir que cette année, on a eu beaucoup de retours. C'est grâce aussi aux relais qui ont été faits par les tutelles et par les partenaires. Et on voit que c'est vraiment une cartographie unique pour le moment des établissements qui sont engagés dans cette stratégie lieu de santé sans tabac. Au niveau de la répartition des audits selon les régions, on s'aperçoit que la majorité des régions ont diffusé l'information et les établissements ont majoritairement répondu à cet audit. Voilà, c'est aussi par le biais des ARS et des partenaires qu'on a réussi à avoir autant de résultats. Ici, c'est un tableau sur la répartition selon le niveau de certification qu'on vous a présenté juste avant. Donc sur les 426 audits qui ont été renseignés, on voit qu'il y a 70% des établissements qui ont un niveau bronze, donc qui peuvent s'auto-certifier niveau bronze par rapport à l'évaluation de la stratégie. Il y a 4 établissements qui sont niveau argent et 30% qui ne sont pas encore certifiés. Ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que l'audit il peut être réalisé à n'importe quel moment de l'année. Là, on a fait une cartographie en 2019 pour avoir un état des lieux de ce qui est fait en 2019 au début de notre stratégie. Mais si un établissement veut répondre à l'audit, il peut tout à fait y répondre à n'importe quel moment de l'année. Au niveau du type d'établissement, on s'aperçoit que majoritairement, c'est des établissements sanitaires qui ont répondu à cet audit et en priorité des centres hospitaliers.
On a rajouté une question par rapport à l'audit international parce qu'on a voulu interroger les établissements sur leur activité de soins pour faire le lien avec les objectifs nationaux qui ont été fixés et pour voir combien d'établissements avaient une activité de soins de traitement du cancer autorisée et une activité de gynécologie obstétrique. On s'aperçoit qu'il y a plus de 80% des établissements qui connaissent la démarche lieu de santé sans tabac, mais pour l'instant, il y a encore 50% des établissements qui ne sont pas forcément engagés dans la démarche. Mais on voit vraiment qu'il y a un engouement qui est très important de la part des tutelles et de la part des directions des établissements pour s'engager dans cette stratégie dès maintenant ou dans les mois à venir. On va prendre les résultats selon les différentes normes qu'on a pu voir précédemment. Donc la première norme, elle concerne la gouvernance et l'engagement, où on voit que l'interdiction de vente des produits du tabac est très majoritairement appliquée, mais qu'il y a encore 10% des établissements qui n'excluent pas cette vente. Aussi, quelque chose qui est très important et qui a vraiment un rôle majoritaire dans la stratégie de lieu de santé sans tabac, c'est de pouvoir nommer une personne qui est dédiée à la stratégie. Et on voit qu'il y a encore peu d'établissements qui ont nommé vraiment une personne dédiée à la stratégie. Cette personne-là va vraiment avoir un rôle important de pouvoir informer, que ce soit les professionnels de santé, la direction, les patients, les visiteurs, de cette stratégie et du positionnement de l'établissement sur la stratégie lieu de santé sans tabac. La seconde norme concerne la communication, où ici on peut voir qu'il y a encore peu de communication qui est réalisée de la part des établissements sur la politique LSST, mais aussi sur les consultations de tabacologie, addictologie de l'établissement. Donc c'est vraiment quelque chose à renforcer, améliorer et renforcer la communication auprès des patients, auprès des professionnels, sur justement cette stratégie et sur le positionnement de l'établissement sur la stratégie de lieu de santé sans tabac. On privilégie une communication qui est positive et bienveillante. Au RESPAD, on a créé par exemple des stickers autocollants avec une communication qui est vraiment positive. On n'est plus dans l'interdiction de fumer. On remercie les fumeurs de ne pas fumer dans ce lieu de santé. Voilà, on change un petit peu cette vision de la communication. La troisième norme, elle concerne la formation, que ça soit initiale et continue. On voit aujourd'hui qu'il y a peu d'établissements qui proposent une formation à des professionnels de soins au premier conseil pour inciter les fumeurs à engager une démarche de soins. Et c'est vraiment là où on voit la nécessité de pouvoir former et proposer à l'ensemble des professionnels la formation au repérage précoce et à l'intervention brève en tabacologie pour permettre un repérage et une prise en charge qui soit systématique des patients fumeurs ou des fumeurs en général. La norme 4 concerne l'identification, le diagnostic et le soutien au sevrage tabagique, où ici on voit que le repérage il est systématique pour plus d'un quart des établissements qui ont répondu à l'audit. Donc c'est déjà une bonne chose, mais nous l'idéal c'est vraiment qu'il y ait un maximum d'établissements et l'idéal ce serait vraiment que tous les établissements repère systématiquement chaque fumeur entrant dans l'établissement et également pouvoir avoir à disposition des informations sur le tabagisme et sur les méthodes de prise en charge. Pour cette même norme, on constate qu'il y a près de 50% des établissements qui disposent d'un service de tabacologie, addictologie et qu'il y a 60% des établissements qui permettent aux fumeurs d'avoir recours à des aides pharmaceutiques. Donc ici, c'est pareil, l'idéal, ce serait qu'il y ait l'ensemble des établissements qui puissent proposer, une fois le repérage fait des fumeurs, proposer une aide et d'avoir recours justement à des substituts nicotiniques à l'ensemble des fumeurs qui rentrent dans l'établissement. La cinquième norme concerne l'environnement sans tabac, où ici, on voit que la quasi-totalité des établissements déclarent avoir des bâtiments entièrement non fumeurs. Donc ici, c'est pour les bâtiments intérieurs. Donc on voit qu'il y a encore 3% des établissements qui déclarent avoir des bâtiments fumeurs à l'intérieur de l'établissement,
et qu'à l'inverse, il y a près de 70% des établissements qui déclarent que l'extérieur de l'établissement n'est pas encore entièrement non-fumeur. C'est-à-dire qu'on a encore ce nuage de fumée quand on arrive dans l'établissement qui est encore présent dans beaucoup d'établissements. Au niveau de l'affichage, c'est aussi pour ça qu'on a créé au RESPAD des stickers autocollants avec une communication bienveillante et positive, et les plaques qu'on a pu vous proposer selon le niveau de certification à l'audit pour que chaque personne qui rentre dans l'établissement puisse être informée de l'engagement et de la stratégie de l'établissement sur le tabagisme. Également, sur cette norme environnement sans tabac, on voit que la vente, la distribution et la promotion du tabac sont interdits dans plus de 90% des établissements et que 15% des établissements disposent d'une procédure pour documenter et enregistrer tous ces manquements. Donc ça, il y a encore aussi du travail à faire pour les établissements, d'avoir une procédure qui est claire pour avoir justement tous ces manquements de la stratégie lieu de santé sans tabac de l'établissement. La norme 6 concerne le lieu de travail sain. Ici, on voit qu'il y a plus de 30% des établissements qui déclarent disposer d'un programme complet de promotion de la santé sur le lieu de travail. Là, c'est vraiment où on essaye de prendre soin des salariés. C'est important de pouvoir travailler sur la promotion de la santé en général, dans le global, et pouvoir inclure la prise en charge du tabagisme dans cette promotion de la santé. La norme 7 concerne l'engagement dans la communauté, où on voit qu'il y a près de 40% des établissements qui travaillent en collaboration avec d'autres organisations ou d'autres associations pour des actions de prévention du tabagisme, notamment par exemple pour le mois sans tabac, pour la journée mondiale sans tabac. Donc ça, c'est très important, mais on voit qu'il y a quand même un manque de communication et de partage sur ces actions qui sont faites. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on aimerait pouvoir faire, pouvoir partager sur les bonnes pratiques et les actions qui sont menées dans les différents établissements. Enfin, la dernière norme concerne la surveillance et l'évaluation, où on voit qu'il y a encore très peu d'établissements qui ont mis à disposition une procédure de contrôle, que ce soit une procédure de contrôle interne ou externe, pour surveiller justement la mise en œuvre de toutes ces normes et prendre en compte les avis du personnel, mais aussi des usagers qui rentrent dans l'établissement. Pour conclure, on constate que c'est vraiment important le rôle de la gouvernance dans la stratégie lieu de santé sans tabac, l'importance de l'engagement de la direction. On s'aperçoit que quand la direction elle est aidante et quand elle nous soutient sur le projet, c'est plus facile de pouvoir mener à bien la stratégie lieu de santé sans tabac. Par exemple, on a l'exemple du CH Degré où la directrice est très investie et c'est pour ça que l'établissement est aussi devenu lieu de santé sans tabac. Également l'importance de l'engagement d'un temps salarié, donc là vraiment une personne dédiée à la stratégie, pouvoir un petit peu donner toutes ces informations sur la stratégie auprès de l'ensemble de la population qui vient dans l'établissement. Et aussi l'importance de la législation avec toujours l'interdiction de vente et l'interdiction de fumer au sein de l'établissement. Également l'importance des savoirs pour pouvoir outiller les professionnels de santé, les outiller de référentiels. Au RESPAD, on essaye de créer un maximum de référentiels pratico-pratiques pour les professionnels de santé, notamment le guide hôpital sans tabac, le livret prendre en charge les fumeurs dans les lieux de santé, qui donnent vraiment des outils pour les professionnels de santé et pour qu'ils aient un maximum d'informations sur la stratégie, et également des savoir-faire. Et là, l'importance de la formation à l'intervention brève motivationnelle, que ça soit inscrit dans la formation continue, mais également dans la formation initiale des soignants. Une fois qu'on a réalisé et qu'on a vu l'importance des savoirs, du savoir-faire, l'importance de l'accessibilité et la disponibilité des traitements, où 100% des établissements pourraient proposer en temps réel des substituts nicotiniques, des aides
aux patients fumeurs dans une dynamique de promotion de la santé et de qualité de vie des fumeurs. Et pour terminer, vraiment l'importance de l'évaluation pour justement démontrer l'efficience et l'efficacité de cette stratégie lieu de santé sans tabac au sein de l'établissement. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Émilie. Je pense que c'était effectivement très intéressant. Il y a 2-3 éléments qui permettaient que je vais reprendre. Le premier, c'est finalement le premier résultat, qui est peut-être passé un tout petit peu vite. C'est finalement cet audit-là, il concerne déjà un quart de l'offre de soins hospitalière en France. Et ça, déjà, c'est la première fois qu'on a un questionnaire, une enquête aussi large, comme ça, aussi vaste, qui va toucher autant d'établissements de santé. On a vraiment une vraie représentation du coup de ce que c'est aujourd'hui la stratégie lieu de santé sans tabac, en tout cas la mise en place d'une politique sans tabac en établissement de santé. Un quart des établissements de santé publics ou participants au service public ont répondu à l'enquête et c'est un résultat qui est vraiment extrêmement intéressant. Le deuxième, c'est le côté comparaison internationale. Enfin, cet audit aussi, c'est un outil de base qu'on peut retrouver donc dans maintenant de très nombreux pays et qui permet également du coup de pouvoir nous comparer, nous repérer également par rapport à ce qui est fait à l'étranger. Tu l'as rappelé dans les processus d'évaluation et dans les résultats. Le niveau argent, c'est une évaluation par ses pairs nationaux, mais quand on est niveau or à l'audit, ce sont des correspondants internationaux qui viennent évaluer du coup vérifier que ce qui a été répondu comme réponse aux différentes questions correspond bien à la réalité. Et ces échanges, du coup, cette collaboration internationale, elle est extrêmement intéressante. Le troisième point, c'est celui de la démarche de promotion de la santé. Tu l'as évoqué, et je crois qu'on est vraiment aussi, dans cette stratégie-là, au cœur d'une démarche de promotion de la santé. Et c'est vraiment, le tabagisme doit être un objectif intermédiaire d'un objectif beaucoup plus large maintenant pour les centres, pour les lieux de santé, qui est celui de la promotion de la santé. J'aurais 2 petites questions avant de nous passer la parole également, si vous en avez. C'est comment ces résultats sont communiqués, ensuite diffusés, notamment auprès des ARS, comment elles sont impliquées, comment après ça peut être valorisé aussi du coup auprès des lieux de santé. Et puis tu parles d'un temps de coordination, d'un engagement d'un temps salarié, donc du recrutement d'un coordinateur. Quelle est l'estimation de ce temps également du coordinateur? Est-ce qu'il faut 2 personnes temps plein? Est-ce qu'il faut une demi-personne? Enfin voilà, quel est un peu, et puis quel est le profil également de ce coordinateur? Alors, au niveau de la première question sur comment ça va être valorisé au niveau des ARS, dans notre cahier des charges au niveau national, on a aussi l'objectif de réaliser des colloques au niveau de chaque région. Donc ça va être quelque chose qui va être mis en place au fur et à mesure. Donc on va vraiment valoriser les établissements qui sont investis dans la démarche et surtout faire un partage d'expérience et un retour de pratique des établissements qui sont engagés ou qui commencent à être engagés dans la démarche. Donc ces colloques qui vont être réalisés prochainement. Le premier sera le 17 octobre à Orléans et le 6 novembre à Dijon. Donc ça, c'est les 2 premiers colloques qui vont être réalisés au niveau des régions et ça va être dans chaque région jusqu'à 2022. Au niveau du temps salarié de la personne qui va être dédiée, ce qu'on préconise, c'est qu'il y ait une personne qui soit dédiée à cette stratégie aux alentours de 0,2-0,3 ETP pour vraiment que la personne soit inscrite dans cette démarche et prenne un petit peu son bâton de pèlerin pour pouvoir diffuser la bonne parole auprès des professionnels de santé, mais également de la direction et des différents usagers qui viennent dans les établissements. Merci beaucoup. Des questions? Vos questions? Je pense qu'il y a des micros. Vous avez un micro peut-être? Merci. Merci, merci pour votre présentation. On voit qu'il y a des disparités au sein des établissements. J'ai le sentiment que les petits établissements par rapport aux grands centres hospitaliers ne sont pas au même niveau. C'est vrai que quand on travaille dans un CHU avec plus de 60 000 admissions, 8 000 agents, ça représente un temps considérable, un investissement. Et à ce jour, on n'a pas de moyens dédiés. Donc comment mettre en place ces dispositifs dans les grands centres hospitaliers, qui plus est parfois universitaires, sans des moyens spécifiques? Est-ce que vous avez un élément de réponse?
Alors, ouais. Il y a beaucoup d'établissements justement qui nous font cette remarque qu'il n'y a pas de fonds qui sont dédiés à ça. On voit que Lieu de santé sans tabac, c'est devenu vraiment une priorité nationale avec le fonds addiction. Et il y a beaucoup d'ARS qui ont mis en place des appels à projets avec cet axe bien défini, devenir lieu de santé sans tabac, où chaque établissement peut répondre à cet appel à projet et demander un financement sur cette stratégie où il y aura un temps de coordination, un temps qui sera vraiment dédié à cette démarche. Une autre question ? Ok. Merci Émilie. On va du coup continuer dans cette stratégie lieu de santé sans tabac avec la partie savoir-faire, formation des personnels et notamment formation à l'intervention brève motivationnelle en tabacologie avec une présentation de Julie Marty. Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Julie Marty, je suis infirmière sur une équipe de liaison et de soins en addictologie et je travaille à l'hôpital Cochin de Paris, à PHP. Et donc je vais vous présenter le repérage précoce et l'intervention brève en tabacologie et comment favoriser l'engagement de tous les professionnels. Alors déjà pour commencer, donc la lutte contre le tabagisme, c'est un enjeu crucial de santé publique. Pour rappel, il y a 17 millions de fumeurs dans le monde, 25% de fumeurs quotidiens en 2018 en France. C'est la première cause de mortalité évitable en France, 75 000 décès par an, soit 13% des décès survenus en France en 2015, ce qui correspond à 200 décès par jour. C'est le principal facteur de risque de BPCO, premier facteur de risque évitable des pathologies cardiovasculaires. Et depuis 15 ans, une augmentation de plus de 5% par an en moyenne de décès attribuables au tabac chez la femme. Beaucoup d'inquiétudes également, l'association pilule et tabac chez les jeunes filles. Il y aura des répercussions dans les années à venir. Alors, le contexte plutôt favorable avec une note positive, c'est qu'il y a une diminution quand même en l'espace de très peu de temps de 1,6 million de fumeurs en moins, ce qui correspond à 12% de fumeurs en moins en 2 ans. C'est une avancée qui est plutôt énorme et très importante. Dans tout ça, on va noter donc le remboursement des substituts nicotiniques. Il y avait un forfait à 150 € par an qui est passé à un remboursement et une prise en charge sécurité sociale. La prescription des nouveaux, l'autorisation de prescription des nouveaux prescripteurs, donc les infirmiers, les kinés, les sages-femmes, les chirurgiens dentistes, etc. Le mois sans tabac depuis 2016 qui a permis quand même à beaucoup de fumeurs d'arrêter de fumer. Voilà, plein de choses, le paquet neutre. Donc, il y a quand même, c'est une grande avancée en quelques temps qui a été quand même relativement importante. Alors, en 2018, parmi les fumeurs quotidiens, il y a quand même la moitié des fumeurs qui ont envie d'arrêter de fumer, ce qui est quand même relativement important et plutôt positif. Il y a 24,9% qui avaient fait une tentative d'arrêt au moins une semaine au cours de l'année précédente. Donc, c'est plutôt encourageant dans ce sens. Alors, je parle aussi des bénéfices à l'arrêt. C'est des bénéfices qui sont relativement rapides. Donc ça, c'est quand même un élément motivationnel pour les patients. Quand on arrête de fumer rapidement, on a des effets positifs qui se font sentir. En 24 heures, on élimine complètement le CO de ses poumons. La respiration est meilleure quand on est hospitalisé ou quand on est malade. On a une meilleure efficacité des traitements quand on arrête de fumer. Donc c'est très important d'arrêter de fumer. Il y a aussi une meilleure cicatrisation, tout ce qui est intervention, etc., c'est bénéfique rapidement. Alors, le retour des soignants sur la prise en charge des fumeurs. Voilà les questions un peu qui se sont posées parmi tous les soignants qu'on a pu rencontrer lorsqu'on a fait les différentes formations. Donc, pour les nouveaux prescripteurs, il y a déjà, pour eux, ils ont peu d'informations sur le droit de prescription. Il y a beaucoup de nouveaux prescripteurs qui n'étaient pas informés de ce droit de prescription. Et qui ne se sentaient pas non plus légitimes. En fait, voilà, on a le droit de prescrire, mais je ne suis pas tabacologue, je ne vais peut-être pas pouvoir prescrire, je n'ai peut-être pas suffisamment de connaissances, donc c'est compliqué pour moi de prescrire.
Comment je vais réaliser une ordonnance, hein? Je suis infirmière, je n'ai pas l'habitude de faire des ordonnances, donc voilà, je n'ai pas assez d'informations et j'aimerais bien pouvoir être formée. Et j'ai peut-être pas assez d'informations non plus sur les substituts nicotiniques. Il y a des infirmiers qui n'osaient pas trop proposer aux patients les substituts nicotiniques dans les services. Pour tous les soignants, il y a aussi quand même pas mal d'idées reçues encore qui sont ressenties dans les différents services. La nicotine, elle est dangereuse pour le cœur, donc un patient cardiaque, on va éviter de lui mettre des patchs parce que c'est dangereux. Le sevrage tabagique, c'est des fois pas très bien connu. On ne sait pas que c'est quand même quelque chose de très important qu'il faut prendre en charge et que c'est une réelle souffrance pour le fumeur. Le repérage, il n'était pas forcément systématique. On ne va pas oser poser la question à la personne et on ne sait pas comment aborder le sujet, donc c'est un petit peu compliqué. C'est vraiment ces retours-là qu'on a eus et on a peur de ne pas avoir assez de temps pour entreprendre cette démarche. Oui, mais il faut prendre en charge le sevrage tabagique et accompagner les fumeurs, mais moi, je suis infirmière dans un service et j'ai absolument pas le temps de faire ces entretiens comme vous quand vous êtes dans une équipe de liaison et de soins en addictologie, par exemple. Alors, voilà, ça c'est toutes les questions vraiment qui se sont posées et que les soignants se posent. C'est quelles connaissances faut-il avoir en tabacologie ? Est-ce qu'il faut être formé en tabacologie ? Qui doit faire cette prise en charge ? À partir de quel moment on doit repérer les fumeurs ? Est-ce qu'il faut des outils ? Est-ce qu'on peut avoir des outils ? Comment on fait pour prescrire, etc. Alors les objectifs, c'est l'amélioration bien évidemment de la prise en charge de tous les patients fumeurs hospitalisés, qu'ils aient envie d'arrêter de fumer ou pas. À partir du moment où on entre à l'hôpital, la priorité c'est vraiment d'éviter le syndrome de sevrage qui, on le sait aujourd'hui, est une réelle souffrance. Donc même si le patient n'a pas envie d'arrêter de fumer, on va prendre en charge son sevrage tabagique pour éviter justement le syndrome de manque. C'est un moment privilégié à l'hôpital puisque c'est le moment où on peut repérer les fumeurs. C'est vraiment un moment important. Et ce qui est très important, le rôle des soignants est déterminant dans cette prise en charge. Il faut assurer la diffusion le plus largement possible auprès de tous les professionnels de santé. Il n'y a pas besoin d'être un expert en tabacologie pour accompagner les fumeurs. Il faut aussi démocratiser la prescription des substituts nicotiniques pour que les nouveaux prescripteurs puissent prescrire. Il faut rendre accessibles les substituts nicotiniques et il faut diffuser des outils pour pouvoir aider au repérage des fumeurs. Alors, l'intervention brève, donc c'est une intervention qui permet, grâce à l'utilisation d'un questionnaire ad hoc et d'un entretien qui est dirigé, qui est d'inspiration motivationnelle d'une dizaine de minutes, comme vous pouvez le voir, c'est rapide. D'amener près de 80% des fumeurs dans une démarche d'arrêt. Donc 80% des fumeurs, c'est énorme, c'est quelque chose qui est rapide et qui en plus a prouvé son efficacité. Cette nouvelle approche de soins en tabacologie inspirée de travaux internationaux du réseau Inebria fait partie de la stratégie nationale Lieux de santé sans tabac qui a été créée par le RESPAD et est devenue en 2018 une priorité nationale du programme national de lutte contre le tabac. Alors, l'intervention brève, c'est quoi ? C'est une intervention, comme je vous l'ai dit, qui est rapide. Il n'y a pas besoin de faire un entretien de 30 minutes ou 45 minutes, c'est 10 minutes. Efficace, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, prouvé par la science, 80% d'effets positifs. Et c'est simple, ça veut dire que ça peut être fait par tous les soignants. Il n'y a pas besoin d'être tabacologue, il n'y a pas besoin d'être formé. Simple aussi, ça veut dire qu'il faut se mettre aussi à la hauteur du patient et qu'il faut être capable en fait de pouvoir être compris par le patient et de pouvoir répondre simplement à ses questions. Évidemment, orienté vers le changement et un changement positif basé sur la science, efficient, structuré et qui vise à limiter les comportements à risque. C'est de la prévention et d'inspiration motivationnelle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui est important dans l'intervention brève ? C'est vraiment la valorisation de la personne, la reformulation aussi, on repart de ce que la personne nous dit, qu'on n'ait pas de jugement de valeur, bien évidemment, avoir un discours positif, et ça, c'est quelque chose qui est important à l'hôpital. On n'est pas là pour dire le tabac, c'est pas bon, c'est toxique, vous risquez telle et telle chose. On est là pour justement parler des effets bénéfiques de cet arrêt de consommation et de ce que ça peut apporter à la personne. On se place en tant qu'accompagnant, on n'oblige rien à la personne, on est là pour l'accompagner dans cette démarche. Et s'il y a deux questions importantes dans l'intervention brève, c'est vraiment, selon vous, quels seraient les principaux bénéfices à modifier votre consommation de tabac ? Ces bénéfices-là, tous les fumeurs, ils en ont, qu'ils aient envie ou pas d'arrêter de fumer, ils vont pouvoir se projeter dans des bénéfices positifs.
Alors selon vous aussi, qu'est-ce que vous pourriez faire pour réussir à arrêter? Donc on va partir vraiment des idées que le patient va avoir. Il n'y a aucun fumeur qui est pareil, oui, chaque fumeur est différent, donc vraiment on part de ses connaissances à lui, ça c'est très important. Alors le repérage, c'est la porte d'entrée à l'intervention brève, donc il doit être systématique. Alors comment faire? Donc, on prend les questions que le personnel peut se poser. Donc comment on peut faire du repérage? Eh bien, il y a des outils en fait pour faire un repérage et ça permet vraiment d'entrer en communication avec le fumeur. Il faut le faire dès la première rencontre, ça c'est vraiment important, et surtout le noter dans le dossier soins parce que ça va suivre le patient. On peut aussi noter qu'on a fait une intervention brève, on va valoriser son travail. Alors celui-là, vous le connaissez, je vais passer rapidement dessus, mais c'est le Fagerström en 2 questions qui permet aux infirmiers en fait, de pouvoir poser sur la question de la dépendance rapidement et de pouvoir délivrer des substituts nicotiniques. On va vous présenter aussi celui-là qui est le Cigarette Dependence Scale, qui est beaucoup plus on va dire poussé, qui permet à la personne, donc c'est un auto-questionnaire, la personne va pouvoir du coup, voilà, elle n'a peut-être pas forcément envie de répondre, elle va pouvoir se projeter, voir vraiment sa dépendance, et ça fait vraiment réfléchir, et cet outil-là nous permet après d'engager la discussion avec le fumeur. Alors une affiche qui est proposée aussi pour les soignants qui reprend vraiment toute cette intervention brève, c'est vraiment donc, les étapes que je vous disais, donc le repérage qui est important. Donc si on peut avoir un auto-questionnaire, le CDS va vraiment permettre de parler du tabac, c'est beaucoup plus simple d'avoir cet outil-là pour en parler. Voilà. Ensuite, c'est vraiment délivrer une intervention brève et apporter des informations aussi sur le tabac, sur les bénéfices à l'arrêt du tabac qui pourraient être utiles pour la personne. Voilà, donc dans cette partie-là, il y a un petit tableau qui est important qui aide aussi aux prescripteurs, une prescription rapide. On a mis vraiment ça pour les aider parce que évidemment on n'est pas tabacologue et c'est pas toujours facile de pouvoir faire une ordonnance. Donc voilà, la petite astuce, 1 milligramme de nicotine est égal à une cigarette. Ça rassure beaucoup les soignants dans cette démarche. Bon voilà, après donc cette étape-là, c'est aussi est-ce qu'on peut revoir le patient après ou pas. Donc si on a l'occasion de le faire, c'est plutôt bien. Et on peut aussi orienter les patients, comme on le dit. Voilà, si on n'est pas tabacologue, si on ne sait pas répondre aux questions, on oriente le patient, on remet de la documentation. Le patient, il n'est peut-être pas toujours prêt à recevoir une intervention brève le moment où vous le voyez. On ne va pas insister, on va se montrer disponible, on va se montrer à l'écoute, on va dire qu'on est là, voilà, mais on ne va pas être on va pas insister. Et on reste vraiment à sa disposition le temps qu'il le faudra. On laisse la porte ouverte à la discussion. Voilà, donc tout ça pour dire que cette démarche, c'est vraiment, on va partir de la motivation du patient. Chaque patient a une motivation à arrêter de fumer, on va essayer de la faire émerger, ça c'est très important, mais sans non plus brusquer les patients, on va au rythme du patient. Il y a des patients qui vont vous dire, moi j'ai envie de diminuer dans un premier temps, ça on l'entend, voilà, on va vraiment l'accompagner dans sa demande. On va exprimer bien évidemment son empathie et voilà, et donc ça on reprend un petit peu, c'est un peu la checklist aussi avec le patient de tout ce qu'on a pu faire pendant cette intervention brève qui est assez structurée quand même dans le fond. Alors en pratique, moi du coup j'étais infirmière sur une équipe de liaison et de soins en addictologie, donc je ne faisais pas d'intervention brève, j'ai été formée à l'intervention brève. Ça m'a permis de voir un plus grand nombre de patients et surtout de me rendre compte qu'en 10 minutes, c'était possible. Donc quand on le sait, on peut aller passer après ce message auprès de tous les soignants. En 10 minutes, vous pouvez émerger un changement chez le patient fumeur et ça marche. Donc c'est plutôt quelque chose de positif. Excusez-moi. Je ne fume pas, mais je parle un peu trop. Donc voilà, l'idée c'était d'aller sensibiliser tous les soignants à l'intervention brève pour pouvoir répandre au maximum en fait, cette intervention qui est efficace, qui marche et qui est simple à mettre en place. Donc, se former, donc on a proposé depuis 2018 des formations. Donc, une formation de formateur relais à l'intervention brève, c'était 2 journées. Donc, l'idée, c'est de former des formateurs qui vont être
ça serait que dans chaque pôle, il y ait un formateur relais qui puisse à son tour aller former et transmettre l'information. Et une formation à l'intervention brève d'une journée, voilà, pour répandre un petit peu aussi autour des professionnels qui souhaitent se former, notamment des nouveaux prescripteurs qui souhaitent avoir un peu plus d'informations aussi sur la prescription. Voilà le nombre de formations qu'on a pu faire au cours de ces années. Ça représente, moi je trouve que c'est plutôt positif pour une année. Donc ce sont des petits groupes, hein. On a voulu favoriser les échanges et les jeux de rôle aussi, ça c'est très important, les mises en pratique pour que excusez-moi, les personnes puissent s'entraîner à leur tour à faire des interventions brèves, et on remet de la documentation, des CDS, des livrets, premiers gestes en tabacologie, etc. Voilà, les objectifs, ça reprend un peu tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, donc vraiment approfondir les connaissances sur le tabac, mais pour pouvoir être capable de parler du tabac avec les patients fumeurs et pour pouvoir aussi repérer le syndrome de sevrage, pour pouvoir connaître les traitements nicotiniques que l'on peut proposer et pour pouvoir prescrire plus facilement, pour se saisir aussi des actions de prévention comme le mois sans tabac par exemple. Et les formateurs relais, démocratiser la prise en charge et vraiment qu'il y ait par pôle un formateur relais qui puisse passer l'information à son tour. On a eu des bons retours par rapport à cette formation-là, donc plutôt des participations actives, des échanges, mise en confiance. Les personnes se sont dit que c'était possible. On a des retours à 6 mois qui sont plutôt positifs avec du personnel qui a pu proposer des formations, qui a pu donc tester l'intervention brève et a vu que c'était possible et puis donc ont envie de continuer dans cette démarche. Donc voilà, comment favoriser l'engagement de tous les professionnels, c'est en rendant surtout accessible le repérage systématique et l'accompagnement des fumeurs grâce à l'intervention brève qui est rapide, simple et efficace, je le rappelle, qui est élargir la formation au maximum, donc avoir des formateurs relais par établissement pour diffusion des bonnes pratiques, formation à l'intervention brève par un grand nombre de soignants. L'idée vraiment, je le rappelle encore, mais c'est que les fumeurs puissent être pris en charge à l'hôpital, c'est vraiment une priorité et que ce soit tous les fumeurs qui puissent avoir accès aux substituts nicotiniques. Il y a aussi un engagement de l'institution qui est important. Parce qu'on a dit que si tous les soignants sont formés à l'intervention brève, il faut que ça suive aussi derrière. Donc c'est l'accessibilité des substituts nicotiniques dans les services. Je veux prescrire un substitut à un patient, il faut que je puisse l'avoir rapidement, hein, c'est aussi le but, donc il y ait des dotations, qu'il y ait une facilité aussi pour les infirmiers de pouvoir prescrire, ça c'est encore un petit peu compliqué aujourd'hui, sur les logiciels par exemple. Et puis aussi pouvoir remettre de la documentation, ne pas hésiter à faire dans l'entretien d'accueil, par exemple, vraiment proposer le CDS, par exemple, parler de l'intervention brève, etc. Et aussi qu'il y ait vraiment les personnes ressources, qu'on puisse les voir à distance, qu'on puisse voir si ça marche, qu'est-ce qu'ils ont pu proposer, se montrer encore nous-mêmes disponibles pour eux. Et voilà, pour les soignants aussi, former un maximum, ça c'est vraiment très important. J'ai tout bloqué. J'ai terminé. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Julie. Une nouvelle fois, une belle présentation bien riche et qui donne envie de se former, envie en tout cas de s'engager dans l'intervention brève en tabacologie. Ce constat initial, c'est 17 millions de fumeurs en France, on est d'accord, plutôt que dans le monde, donc c'est 17 millions de fumeurs en France, voilà. Et en fait, l'intervention brève, elle vient un peu résoudre cette équation, qu'il y a 17 millions de fumeurs, il y a, on va dire, 1000 tabacologues en France, formés à peu près, un petit peu moins d'ailleurs, disons avec les addictologues, 2000, 3000 personnes, en tout cas, peu de professionnels, comparativement au nombre de personnes qui devraient bénéficier ou qui pourraient bénéficier en tout cas de soins en tabacologie. Donc c'est un modèle qui est un modèle anglophone, hein, c'est les Anglais qui ont très largement étudié cette pratique-là, qui l'ont très largement diffusée avec des résultats que vous connaissez, j'imagine, aujourd'hui en Angleterre avec des taux de prévalence du tabagisme qui sont très bas, qui n'ont jamais été aussi bas. Donc c'est vraiment une pratique qui est coût-efficace, une pratique succès, hein, qui vraiment à chaque fois amène
à des résultats et à des baisses très fortes et très rapides, surtout des niveaux de consommation. C'est une pratique qui met le fumeur comme acteur, et tu l'as rappelé à plusieurs reprises, quoi, hein. Le fumeur, il est central véritablement dans l'intervention. C'est lui qu'on va investir, c'est lui qui va trouver ses propres ressources pour pouvoir ensuite développer sa propre stratégie pour pouvoir diminuer sa consommation de tabac. Moi, j'ai 2 questions. C'est comment on fait pour se former, enfin, comment on sait s'il y a des formations, elles sont quand, elles sont organisées où, comment, etc. Et puis, quel suivi vous organisez des formations, des gens qui ont été formés ensuite derrière? Comment ils sont accompagnés, comment ils sont revus? Est-ce qu'ils le sont d'ailleurs, toutes ces personnes qui ont été formées? Donc, alors, ces formations-là sont, on va dire, déjà, il y en a quelques-unes qui sont faites à l'APHP, à Picpus, au campus de Picpus. Ensuite, il y en a aussi au niveau du RESPAD, et pendant le mois sans tabac, on a formé des personnes. On en a fait aussi une, puisque moi je travaille à l'hôpital Cochin, on a été aussi sur le site de Cochin pour en proposer 2 au personnel. Pour les formateurs relais, c'est exactement pareil, donc c'est surtout le RESPAD là aujourd'hui qui propose ces formations. Comment on fait pour s'inscrire? Eh bien, là, c'est un petit peu la partie un peu compliquée, en tout cas, ce que j'ai pu constater au sein de mon hôpital, c'est qu'il y a un manque d'information dans les différents services. Le personnel n'est pas forcément informé de cette formation. Donc, c'est d'où l'intérêt vraiment qu'il y ait des formateurs relais par établissement. Donc voilà, l'important c'est vraiment que chaque hôpital puisse être un hôpital lieu de santé sans tabac pour pouvoir répandre cette information. Moi aujourd'hui, l'hôpital Cochin ne fait pas partie de cette stratégie et ça vient d'être accepté, donc je pense qu'en 2020 ça va pouvoir changer. Mais voilà, je pense que ça c'est très très important aussi parce que ce que j'ai pu constater en tout cas, c'est que les professionnels de santé ont envie de se former. Donc ça c'est plutôt la chose positive. Quand on leur dit que c'est 10 minutes, pas besoin d'être tabacologue, etc., forcément, ça valorise leur travail aussi. Enfin, je suis infirmière, je peux prescrire, je peux faire quelque chose en plus de mon activité quotidienne. C'est plutôt un plus, donc ils sont plutôt motivés dans cette démarche. Le suivi. Alors, le suivi, oui, alors nous, on reste disponible, donc c'est quelque chose d'un peu nouveau, même si ça fait 1 an, mais voilà, nous, on a nos mails, on reste disponible, on a des fois des personnes qui nous contactent. L'idée, ça serait de revoir les personnes formées 6 mois après pour pouvoir faire un retour, en fait, de ce qu'ils ont pu mettre en pratique, parce qu'on fait une formation, c'est plutôt théorique. Ensuite, c'est vraiment la mise en pratique. Qu'est-ce que vous avez pu faire? Qu'est-ce que ça a pu améliorer, etc. Quels ont été les freins que vous avez pu rencontrer. Ça serait à 6 mois et il faudrait donc revoir à 6 mois toutes les personnes qui ont été formées. Évidemment, dans le meilleur des mondes, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, c'est vrai que ça peut peut-être être un peu compliqué de pouvoir faire revenir tout le monde une journée à distance, quoi. Donc, on voit vraiment comment on peut améliorer ça. Je ne sais plus si j'avais... Ouais. Si je peux me permettre de compléter, juste pour vous rappeler que la formation au repérage précoce à l'intervention brève en tabacologie, ça a été créé, ça a été écrit par le RESPAD dans le cadre de la stratégie lieu de santé sans tabac. Et dans notre cahier des charges également au niveau national, on doit réaliser et on offre à chaque région une session de formateurs relais au repérage précoce à l'intervention brève en tabacologie. Donc Julie l'avait montré dans une de ses diapos, on a déjà réalisé quelques formations de formateurs dans différentes régions, en région centre, en Occitanie et en Hauts-de-France, il me semble. Donc voilà, il y a déjà de nombreux professionnels qui sont formés, mais il y en aura encore d'autres dans les années à venir. Merci beaucoup. Des questions? Oui. Est-ce qu'elle a un coût, cette formation? Alors, la formation de formateur relais, elle est offerte par le RESPAD dans le cadre de la stratégie lieu de santé sans tabac. Non, j'avais juste une question par rapport à la place du testeur de CO. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez et est-ce que c'est quelque chose que vous avez essayé d'implémenter dans les services auprès des soignants? Le CO-testeur ? Ouais. Donc la petite machine, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais voilà. Donc évidemment, je ne l'ai pas mis là dans les questionnaires de dépendance.
oui, on peut utiliser un CO-testeur, qui est un élément motivationnel qui marche très bien d'ailleurs sur les stands d'information et de prévention. Donc, alors après voilà, c'est un outil qui peut être utilisé, mais que je n'utilise pas forcément à chaque fois. Pourquoi ? Parce qu'il y a des patients qui vont avoir des problèmes pulmonaires et les résultats ne vont pas être forcément très stables. Il y a des patients qui ne vont pas fumer de manière quotidienne. Je le rappelle que le monoxyde de carbone s'élimine très rapidement. Donc pour pouvoir faire ce test, il faut quand même être dans un créneau, on va dire, si vous n'avez pas fumé depuis 24 heures, vous allez avoir un taux très bas et du coup, c'est un peu compliqué de dire à une personne qu'elle a un taux comme un non-fumeur alors qu'elle est fumeuse. Donc voilà, c'est un outil qu'on peut proposer, qu'on montre lors de cette formation, mais qui n'est pas obligatoirement utilisé à chaque fois. Les services ne vont pas pouvoir tous en avoir un. Donc ça, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir un auto-questionnaire ou un questionnaire, en tout cas, qui peut être facile d'accès. Si on commence à dire dans les services, il vous faut un CO-testeur, déjà, les soignants vont avoir peur parce que c'est un outil à utiliser et en plus, ça a quand même un coût. Donc on est plutôt, voilà pourquoi je vous ai présenté les questionnaires, parce que l'auto-questionnaire, déjà, c'est quelque chose de gratuit, c'est quelque chose qui marche. On s'est rendu compte que les personnes, quand elles le remplissent, voilà, c'est motivationnel en même temps, donc ça amène vraiment au changement. Donc c'est pour ça que je suis restée plus sur cet outil-là. Après, si vous avez des CO-testeurs, c'est très bien aussi. Oui, en tout cas, ce n'est pas un choix que vous avez fait dans la démarche de formation et d'accompagnement des services d'essayer de promouvoir... Enfin, voilà, vous aviez plutôt opté pour le questionnaire. Non, c'était juste... On peut se faire financer des CO-testeurs dans le cadre du mois sans tabac. Ouais. Surtout sur les financements, même sur le coût de la formation, sur les financements de ressources humaines dans les hôpitaux, etc. Et surtout, n'hésitez pas à répondre aux appels à projets dans le cadre du Fonds national aujourd'hui de lutte contre les addictions, qui se décline de façon maintenant régionale aussi. Il y a vraiment beaucoup d'argent. C'est l'argent qui est issu des taxes sur les bénéfices des cigarettes. Et qui, du coup, un fonds qui s'élève maintenant à 120 millions d'euros par an. Ça va durer quand même quelques années encore avant que les cigarettes diminuent suffisamment, en tout cas la vente des cigarettes diminue suffisamment pour que ce fonds disparaisse. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à demander de l'argent, à demander des financements pour des ressources humaines, pour des formations, pour des appareils, pour la méthodologie, pour la communication, etc. C'est vraiment, enfin, Émilie l'a rappelé, on est sur un objectif prioritaire au niveau national. Et donc du coup, les ARS répondent très positivement à ces appels à projets qui sont orientés lieux de santé sans tabac. On vous remercie. On va du coup passer la parole à Marie-Louise qui vient du coup nous présenter le réseau des hôpitaux sans tabac du Pays Basque espagnol. Il nous a semblé vraiment important de pouvoir associer le partenaire du réseau, enfin voilà, en termes de réseau, le partenaire local. Et vraiment, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation, voilà, de pouvoir venir communiquer aujourd'hui avec nous et faire partager votre engagement dans la stratégie également Hôpital sans tabac. Bueno, bueno, en primer lugar, y agradecer también al comité, el organizador, la posibilidad de poder compartir con todos ustedes nuestra experiencia en el País Vasco. Bonjour, je suis très content d'être ici. Merci beaucoup aux organisateurs et je m'excuse d'ailleurs de ne pas vous parler en français. Et en tout cas, merci beaucoup aux organisateurs pour partager avec vous mon expérience du Pays Basque, justement. Bueno, antes de empezar, me gustaría comentar que la estructura sanitaria del sistema del Estado español es, creo que, diferente a la francesa, y España, el Estado español está compuesto de 18 autonomías. Cada autonomía tiene sus transferencias y dentro de cada autonomía se gestiona el nivel, el sistema sanitario. Yo ahora lo que voy a tratar... Donc, je voulais juste préciser que la structure du système sanitaire dans l'État espagnol est assez différente du français. L'Espagne est divisée en 18 communautés autonomes, en 18 régions autonomes, donc,
Et chaque autonomie a donc ses compétences, et avec des niveaux différents d'ailleurs de compétences suivant les autonomies. Et bien sûr, la santé est une des compétences, en tout cas au Pays Basque. Yo ahora voy a hacer referencia a cómo en el País Vasco se aborda la prevención, la prevención y el tratamiento de las adicciones en Euskadi. Donc maintenant, je vais voir le système de prévention donc, au Pays Basque. Comment s'organise au Pays Basque le système de prévention? Sistema público. Système public, bien sûr. El Gobierno vasco, bueno, pivota en tres estructuras. El Gobierno vasco, a través del Departamento de Salud y la Dirección de Salud Pública y Adicciones, es la que se encarga de plantear toda la normativa, la planificación estratégica de las adicciones y luego el diseño y la coordinación de los programas, así como también las ayudas. Osakidetza, Servicio Vasco de Salud, del que yo formo parte y es donde trabajo, son los que hacemos la provisión de asistencia, tratamiento y trabajamos también la prevención y la promoción. Y luego, en el tema de las entidades locales, en los municipios, hay entidades locales con municipios con técnicos de salud pública que son los que llevan a cabo programas de prevención. Donc, le gouvernement basque donc, lui s'occupe justement de tout ce qui est, en ce qui concerne la santé, donc la prévention et pour les addictions. C'est eux qui fixent la réglementation, la planification et qui prévoient donc bien sûr tout ce qui concerne donc ce domaine de la santé. Le système basque de santé dans lequel je travaille justement fournit de l'aide, de la prévention, conçoit les politiques et de santé publique, et ensuite ça se ventile au niveau des municipalités, dans lesquelles chaque municipalité des provinces basques donc, ont des techniciens de santé qui s'occupent de la prévention et de traiter justement aussi les addictions, quelles qu'elles soient. La población que tenemos asignada el Servicio Vasco de Salud aproximadamente es de 2.280.000 habitantes, 2.300.000. La estructura que tiene es diferente también de otras comunidades y tenemos organizaciones integradas que estas organizaciones gestionan tanto centros de salud como hospitales. Tenemos también hospitales de media y larga estancia, redes de salud mental y luego otras organizaciones que dan apoyo. Donc le service, la population basque donc, qui est sous la tutelle donc, du service de santé basque est de 2 280 331 habitants. Les organisations, chaque communauté autonome, comme je l'ai dit, chaque région autonome espagnole donc, a sa propre organisation. Et en ce qui concerne donc, le système basque de santé, il y a à peu près 13 organisations donc, de santé intégrées, avec des centres de santé, il y en a 323, des hôpitaux, 14, des hôpitaux de moyen et long séjour, et il y en a 2, et 3 réseaux de santé donc, mentale, ainsi que d'autres organisations, bien sûr, hein, qui sont donc, avec les urgences, les transfusions, etc., l'école d'infirmerie et tout ça. Por dar un marco teórico respecto a la prevalencia del tabaco a nivel del Estado español, comentar que, bueno, como pueden ver en la diapositiva, se ha ido reduciendo a lo largo de los últimos 24 años, siendo el 24,4% de fumadores diarios ocasionales y el 22,1% consumo diario de tabaco. Pero, como supongo que pasará aquí en Francia, la curva en las mujeres es preocupante porque no se está manteniendo a lo largo de los años, no ha descendido. Oui, donc là, nous avons la consommation journalière de tabac, donc en 93 en 2017. La consommation de tabac donc, a baissé d'un point en ce qui concerne les hommes. Donc nous avons la 25,5
Et par contre, en ce qui concerne les femmes, si bien les hommes sont effectivement ont baissé, les femmes restent toujours à des niveaux assez préoccupants. Il n'y a pas de baisse réelle qui est observée dans la population espagnole. Et comme vous pouvez le voir sur la diapositive, c'est donc une évolution il y a eu une baisse qui s'était effectuée au cours des 24 dernières années. Bueno, de igual manera, en Euskadi tenemos muy similar la prevalencia de consumo de tabaco, según la encuesta de adicciones. En los últimos 20 años ha bajado 16 puntos y también en las mujeres, pues bueno, se mantiene la edad de 15 a 44 años. Se mantiene donde más fuman las mujeres. Oui, donc là, pour la consommation au Pays Basque, bon, nous avons au cours des 20 dernières années une baisse de 16 points, mais bon, qui continue à être quand même élevée, effectivement. Donc sur 20 ans, ça a été 16 points, mais qui continue à être assez préoccupante pour les femmes. Et l'âge de prévalence en ce qui concerne la consommation de tabac se situe toujours entre 15 et 44 ans. Bueno, esto es obvio decir, pero es lo que nos sirvió para empezar a trabajar el tema del tabaco y que es la primera causa de muerte evitable, como todos sabemos, y que el consumo de tabaco es el principal factor de riesgo de seis de las 8 causas principales de mortalidad en el mundo. Oui, donc c'est le premier cas de mortalité, comme on le sait, et c'est la sixième des 8 causes de mortalité dans le monde. Donc. En relación a lo que he planteado anteriormente y teniendo en cuenta también las directrices de nuestro plan de salud, se planteó abordar el tema del tabaco a través en el año 2011, estableciendo un programa de Euskadi, un programa para abordar el tema del tabaco, que se denominó Euskadi Libremo de Tabaco, que tenía como objetivo y que sigue teniendo reducir la prevalencia del consumo de tabaco, proteger a la población del humo del tabaco, informar y sensibilizar sobre los riesgos y ofrecer ayuda a la persona fumadora. Pivota en atención primaria y se da intentando que fueran servicios accesibles en todos los centros de salud, incluso en cada cupo, o bien el médico o la enfermera que pudieran dar este servicio. Bien, donc en 2011, il y a eu un programme de Euskadi donc au Pays Basque, donc, pour la lutte contre le tabac, qui s'est appelé Euskadi libre donc le Pays Basque libre de tabac. Bien sûr, les objectifs étaient de réduire la consommation de tabac, de pouvoir informer aussi les gens sur cette question, de les sensibiliser et de les aider. Également que les gens puissent avoir un accès aux services dans tous les centres de santé. N'oublions pas qu'en Espagne, effectivement, tous les soins primaires se font dans des centres publics. Les médecins généralistes, chaque personne a son médecin généraliste dans un centre de santé. Il ne va pas voir un généraliste privé, mais il va le voir dans un centre de santé. Voilà. Et donc dans ces centres, il faut que le public puisse avoir accès, justement dans ces centres de jour, on peut dire, puisse avoir accès à ces services et à cette information et à cette sensibilisation. Lo basamos en 3 pilares fundamentales. Normalizar el abordaje del tabaco como una adicción a través de una intervención coordinada y garantizando la formación y la evaluación coordinada. Donc il y a 3 piliers fondamentaux. D'abord, aborder donc tout ce qui est la question du tabac comme étant une addiction, et donc évidemment essayer de formaliser toute cette formation et cet enseignement. Resalto que no se abordaba el tabaco de una manera normalizada. No se atendía antes de una manera normalizada. Avant, on ne le faisait pas, oui. Maintenant, on le fait systématiquement. Sí. Y lo basamos también en una estructura de trabajo en red, creando una coordinación del programa, que en este caso la llevo yo, con unos referentes de cada organización de servicios y con referentes en cada centro de salud, en los 323 centros de salud que tiene Osakidetza.
Donc, le deuxième pilier, c'est un travail en réseau, hein, dont la coordination était. Donc je suis responsable de la coordination. Et bien sûr, il y a aussi des référents au niveau de la lutte contre le tabac dans chacun des 323 centres de santé qui forment le Pays Basque, qui sont constitués au Pays Basque. Todo este programa se hizo posible y se está haciendo posible por la participación de grupos de trabajo y de trabajo de expertos de la Dirección de Salud Pública y Adicciones y de Osakidetza, que de manera simultánea trabajamos y se sigue trabajando en las siguientes líneas que son las que están en pantalla, pero ahora las voy a comentar. Donc tout ce programme a été rendu possible par la participation de groupes de travail qui sont constitués d'experts en addiction justement, et qui travaillent de manière simultanée entre eux. Hein, il y a un travail vraiment d'équipe. Una de las primeras cosas que hicimos fue la revisión de todo el material divulgativo y de apoyo para profesionales y pacientes, la creación de una página web tanto para profesionales y para pacientes para informar sobre los riesgos de humo y tabaco, y luego adecuar también la historia clínica, una historia clínica única que la vemos desde todos los ámbitos de atención, desde hospital, atención primaria y salud pública, con la creación de unos formularios, de un sistema de registro de la intervención en tabaco, con lo cual luego pues, es muy fácil, es más fácil poder extraer datos. Pero este formulario de historia clínica es un formulario para toda la red. Pero para toda la red, pero para el tabaco. Sí, exclusivamente de tabaco, de la intervención en tabaco, individual, grupal. D'abord, on a mené à bien une révision de tout le matériel dont on disposait de divulgation, justement, en ce qui concerne la lutte contre le tabac. Et ensuite, on a constitué une histoire, un dossier clinique pour chaque personne concernant son usage du tabac, justement, dans lesquels il y a des formulaires qui ont été élaborés, et de manière à ce que ce dossier clinique de chaque personne puisse le suivre et qu'il puisse justement être accessible partout où il ira, dans les centres, dans les hôpitaux ou dans les autres centres, que les professionnels puissent y avoir accès et sachent bien exactement ce qu'il en est par rapport à cet usage. Se realizó un plan también de formativo para capacitar a los profesionales sanitarios y también elaborado por un grupo de expertos de Osakidetza para consejo sanitario, un vídeo, tratamiento individual de tabaquismo, una formación online, y para el tratamiento grupal un formato presencial. Decir que el tratamiento individual ha sido ofertado a salud mental y a toda atención primaria, el consejo sanitario, consejo breve a todos los profesionales, tanto de hospital como de atención primaria como de salud mental, y el grupal única y exclusivamente a una o dos personas por cada centro de salud. No era necesario que todo el mundo estuviera formado. En ce qui concerne la formation des professionnels de santé, donc là, on avait plusieurs outils, qui a été bien sûr une formation qui a été faite pour le conseil de santé, par une vidéo, par une formation online, par des groupes donc présentiels, donc avec une présence des groupes. Ceci a été donné également bien sûr au service de santé mentale, et de tous les professionnels de santé des centres de santé et des hôpitaux ont été formés, disons, à cette, ou en tout cas à qui on a présenté cette formation. En ce qui concerne les groupes, il suffisait qu'il y ait une ou deux personnes qui soient responsables de cela par centre. La oferta, otra de las líneas era impulsar la oferta de tratamiento en todo Osakidetza. Y como he comentado, en consejo breve, en intervención individual, en intervención grupal y también en intervención no presencial, que consiste en un teléfono que funciona las 24 horas al día,
los 365 días a la semana y es atendido por profesionales de enfermería que dan apoyo al tratamiento de tabaco y están formadas en ello, en el tratamiento. ¿Esto es para profesionales o para pacientes? Para pacientes. Sí, es la oferta de... Sí, vale, vale. Sí, para Pour pacientes. donc pour les patients, il y a des interventions individuelles qui peuvent être faites donc de personne à personne, des interventions sur des groupes. Il y a également un standard téléphonique dans lequel on peut, qui est valable, qui est actif 24 heures sur 24 et les 365 jours par an, dans lesquels des professionnels infirmiers ou infirmières répondent et qui ont été formés pour cela, répondent justement aux questions des patients. Ahora, en estos momentos, estamos para intentar captar a poblaciones que no acuden a los centros de salud. Estamos trabajando en una app de terapia combinada, que estamos en fase de pilotaje, y una intervención grupal online para todo Euskadi. Donc, pour essayer de capter les populations qui ne viennent pas d'habitude justement au centre de santé, et on a une formation donc online, donc sur Internet, et on a également une formation donc par groupe. También nos hemos coordinado intentamos coordinarnos con todos los proyectos estratégicos o programas que hay en Osakidetza, con agentes comunitarios, con colegios profesionales y también llevando a cabo actividades pues, dentro de la Semana Sin Humo e incluso actividades dentro de los colegios. Bien sûr, nous avons aussi des campagnes au niveau des agents communautaires, des ordres professionnels, des conseils professionnels, etc. Et également dans les collèges, bien sûr, dans les écoles. Y en la línea de monitorización, lo que monitorizamos es, y lo que verán ahí en la pantalla, es desde que se inició el programa hasta ahora, cómo ha ido evolucionando el tratamiento y la oferta que hemos dado de tratamientos. Vimos que se ve que hay un repunte importante, que los primeros años hubo un repunte importante y ahora va bajando. Entendemos que, pues que quizás estamos trabajando en áreas de mejora, en ver qué posibilidades tenemos de aumentar esa cobertura y quizás la noticia que este domingo pasado la ministra de Sanidad de España dijo sobre la financiación del tratamiento de tabaco, pues puede ayudarnos a aumentar esta cobertura. Y en formación, pues ahí están los datos de formación. Son datos, no voy a entrar, son datos que nos sirven para valorar tendencias. Creemos que tenemos un alto porcentaje de profesionales formados y que y siguen a lo largo de los años se siguen formando. Y los datos también de llamadas de telefónicas que son los que recogemos en ese teléfono que está a las 24 horas. Donc, en ce qui concerne l'offre et la demande, on a vu que effectivement, il y a eu au départ, il y a eu des premières années, il y a eu une offre importante. Ensuite, ça a un peu baissé. Nous travaillons actuellement pour une meilleure couverture. Vous pouvez le voir sur les données sur la diapo, de façon à avoir la meilleure couverture possible. La bonne nouvelle que nous a donnée la ministre de la Santé il y a quelques jours, c'est qu'elle nous a donc raconté que nous allons avoir un meilleur financement pour la lutte contre le tabagisme. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. On va avoir davantage de moyens. Nous avons également, bien sûr, nous rassemblons des informations pour l'évaluation des tendances également, pour voir un peu où est-ce que se dirigent les tendances en ce qui concerne la consommation. Nous augmentons également et nous avons un niveau de professionnels formés, de professionnels de santé formés pour la lutte contre le tabac qui est vraiment, on peut dire, élevé, et nous continuons à le faire tout au long de ces années, et ainsi qu'également les appels téléphoniques 24 heures sur 24, donc comme je l'ai dit, qui répondent donc aux préoccupations des patients. Comentar también que tuvimos en el 2014 un reconocimiento, en el 2015 un reconocimiento del Ministerio de Sanidad de España en la oferta de deshabituación tabáquica que estábamos haciendo. Donc en 2015, nous avons eu le Pays Basque, donc notre service de santé basque a eu de la part du ministre de la Santé espagnol la reconnaissance de notre travail dans la lutte contre le tabac.
Y bueno, para llevar adelante todo este programa, el programa Euskadi Libre de Humo de Tabaco, nos pareció que era muy importante trabajar en red. Creemos que el Global New World comparte con nosotros muchos objetivos y decidimos incorporarnos a la red internacional. Donc, il est très important pour nous de travailler en réseau, ça c'est clair, et c'est bien pour ça que, en ce qui concerne le Global Network, nous avons vu que nous partageons beaucoup d'objectifs avec eux, et que donc nous avons voulu justement nous intégrer à ce réseau international, puisque on partage avec eux énormément d'objectifs. Comentar que el Estado español, como he dicho, tiene 18 comunidades autónomas, pero son 8 las que tienen redes de organizaciones sin tabaco. Y luego algunos hospitales que de manera individual se han incluido. Donc, comme je l'ai dit, l'État espagnol est divisé en 18 régions autonomes, mais dans ces 18 régions autonomes, il n'y en a que 8 qui sont là, celles que vous voyez ici, donc Andalousie, Asturie, Cantabrie, Catalogne, Galice, Murcie, Pays Basque et La Rioja, qui ont des réseaux justement de sans tabac. D'hôpitaux sans tabac. Et également, il y a des hôpitaux qui, à titre individuel, donc la liste est en dessous, donc de Burgos, Alicante, etc., qui également ont ce label, mais ce ne sont pas tous les hôpitaux espagnols qui ont encore ce label, bien sûr. Comentar que el año pasado, desde el 2018, estamos ya trabajando en la red española y que el objetivo es conocer y promover el intercambio de experiencias. Estamos actualizando y traduciendo y adecuando toda la información que está en el Global al español y consensuando también los criterios de evaluación para las auditorías externas. Bon, en 2018, nous travaillons maintenant, depuis 2018, nous travaillons dans le réseau espagnol. Donc nous avons bien sûr un échange, l'objectif c'est donc l'échange d'expériences entre les différentes régions espagnoles. Pour cela, il a fallu donc de traduire à l'espagnol toutes les informations que nous avions et également des autres communautés qui sont impliquées font de même. Et bien sûr, nous essayons d'établir également des critères d'évaluation qui soient identiques de manière à pouvoir justement comparer les différentes régions avec les différents résultats qu'on peut obtenir. Comentar que la red vasca es el 54% de las organizaciones pertenecen a la red, que hay ya 4 acreditaciones plata, una bronce y este año una de ellas ya va a ser candidata al Gold, perdón. Y que hay organizaciones que van a seguir entrando. Et donc, le réseau basque, il y a 54% des organisations qui en sont membres du réseau basque, qui appartiennent. Et il y a également donc l'accréditation, l'homologation d'argent qui a été donnée pour plusieurs. Et il y en a une qui prétend justement avoir l'homologation or, un gold, para el año que viene, ¿no? Sí, al Gold. Para el 2019. Este año se presenta y luego cette année, ya veremos et ensuite on verra bien ce qui en arrivera. Mais en tout cas, il se présente pour l'homologation Gold. Eso es. Or. Y bueno, como valores de la red tenemos la cohesión, comunicar para implicar, formar para capacitar y compartir experiencias. Y con los compromisos que marca también el Global, cumplimentar los estándares a través del self-audit y la intervención y tratamiento y prevención, intervenciones comunitarias, promoción de espacios libres de humo de tabaco y con la aplicación de la legislación vigente y evaluar el proceso a través de la auditoría externa. Alors donc, bien sûr, dans les principes du réseau, les valeurs, nous avons donc les valeurs de cohésion, de communication, pour s'impliquer, de former pour renforcer et pour partager des expériences. Et dans les objectifs, donc, bien sûr, de remplir les standards d'intervention, de traitement,
de prévention, d'intervention communautaire, de promotion des espaces libres de fumée de tabac et de tabac donc, et d'évaluer les processus d'audit externe de manière à avoir les mêmes critères. Hein. D'ailleurs, j'avais oublié tout à l'heure de le dire, c'est en fonction, la nécessité entre les différentes régions d'avoir les mêmes critères, c'est pour pouvoir réaliser des audits au niveau national, justement. Hein. Qu'on ait exactement tous les mêmes critères pour les mêmes réseaux. Y bueno, con la idea de compartir y compartir experiencias, nosotros seguimos trabajando también en la red, aparte del programa Euskadi Libre de Tabaco, en aquellas organizaciones que están en red, seguimos trabajando en red, compartiendo experiencias. Tenemos procedimientos ya realizados y tenemos también repositorios donde podemos comunicarnos a través de formato electrónico. ¿Qué llama repositorios? Páginas. Ah, des pages. Ah, ok. Páginas web. Páginas web. Sí, donde intercambiamos toda la información. D'accord, donc nous travaillons donc en réseau, hein, et bien sûr, à part le réseau du Pays Basque de Euskadi sans libre de tabac, sans tabac, eh bien, dans tous ces réseaux, dans ce réseau, pardon, nous travaillons donc pour échanger des expériences et pour également avoir dans ces échanges d'expériences, nous le faisons par le biais des pages web en particulier. Y bueno, solo señalar que el manual de señalización corporativa pues es el que se van incorporando, supongo que ustedes también lo tendrán aquí, las organizaciones pues bueno, van y es corporativo. Bien sûr, le manuel de signalisation d'entreprise, je suppose que vous avez le même, de façon à signaler les entreprises qui sont sans tabac, quoi, sans fumée de tabac. Y luego también el sistema de acreditación que tenemos, que es dentro del paraguas del GOL, pero trabajamos en una comisión mixta con Salud Pública y los coordinadores de las redes. Hemos hecho, como hemos dicho, procedimientos, y uno de los procedimientos es el procedimiento de auditoría externa. Hemos revisado todos los estándares, hemos puesto indicadores para intentar homogeneizar la intervención, y luego las evaluaciones las hacemos in situ en cada organización, lo que son las evaluaciones para la acreditación. En ce qui concerne donc le système d'homologation, hein, qui s'établit, comme on l'a vu, sous le parapluie Gold, hein, eh bien, là, il y a une commission mixte qui concerne donc, bien sûr, qui est coordonnée par le réseau, dans lesquelles nous établissons des procédures, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les audits externes, et dans lesquelles nous révisons toutes les informations et nous passons en revue toutes les informations qui sont, et tous les indicateurs surtout qui sont à utiliser pour une meilleure évaluation. Et chaque évaluation a lieu sur le terrain et dans chaque organisation, et justement ce qui nous permet d'être au plus près de la réalité de cette organisation qui est passée qui est soumise à une audit ou à une évaluation. Y bueno, ya como retos para el País Vasco es que todas las organizaciones de Osakidetza, del sistema público, estén dentro de la red, y extender también la red, la pertenencia a la red, a todas las organizaciones no públicas. Alors donc les défis, eh bien, c'est que toutes les organisations du système de santé basque soient situées au sein du réseau, et bien sûr d'étendre le réseau à toutes les organisations sanitaires qui ne sont pas publiques. Hein. Là, on parlait tout à l'heure, juste avant, des publics, bien sûr, toutes les organisations du service de santé, elles sont publiques, mais également toutes les autres qui ne le sont pas. Y luego ya como conclusión podemos decir que el enfoque integral que precisa el trabajo en red es el adecuado para el abordaje del tabaco en todos los ámbitos de la atención sanitaria, que supone interrelacionar todas las estrategias de prevención e intervención en tabaco en todos los servicios de salud, que la clave para lograr estos resultados es la implicación y la participación de todas las personas que integran las organizaciones, y aunque la implementación de una red es un proceso largo y que exige una revisión, creemos lo más adecuado para avanzar en la lucha contra el tabaco, que además,
como ya he dicho, permite compartir experiencias con otras organizaciones y entre países, como este es el caso de esta mesa. Bien, donc en guise de conclusion, nous avons donc une session d'avoir une approche complètement intégrale, c'est-à-dire un travail en réseau, comme je l'ai dit. C'est une stratégie interassociative dans laquelle tous les services de santé sont impliqués. On essaie d'impliquer le maximum de personnes et notamment toutes les personnes qui sont membres de ces différentes organisations, de façon à le travail de façon à ce que cette intégration au réseau, qui est quand même un travail assez long, eh bien, puisse se faire. Mais pour ça, il est nécessaire de pouvoir échanger les échanges d'expériences entre les différentes organisations, mais également entre les différents pays, comme c'est le cas ici aujourd'hui. Y bueno, nada más que muchas gracias y ahí está mi correo electrónico por si alguno de ustedes quiere contactar conmigo. Bon, en tout cas, il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous montrer mon adresse électronique de mail pour si vous voulez justement me contacter ou nous contacter. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous deux aussi, merci Miguel pour la traduction. Merci pour cette belle présentation encore voilà, qui montre la complémentarité entre nos deux réseaux, entre le réseau français et le réseau basque, tous ces points communs, notamment l'utilisation de l'audit avec ces différents standards. Félicitations d'avoir un établissement au niveau OR parce que c'est, et on le sait, un processus très compliqué pour être niveau OR. Deux, trois points retenus, enfin, c'est l'importance du repérage systématique que vous réalisez. Donc, le réseau local, national, vous l'avez représenté, européen et ensuite international, avec notamment l'utilisation du coup des standards et de l'audit. L'aspect de la formation, notamment en e-learning, c'est aussi des modules qu'on a développés et qu'on développe actuellement en France, et c'est vrai que c'est très important. Avec derrière la formation, la valorisation des compétences des professionnels, c'est-à-dire il faut former des gens, certes, mais derrière, il faut pouvoir les valoriser et faire en sorte qu'ils soient reconnus ensuite dans leur institution comme ayant des compétences, des savoir-faire qui sont prêts à pouvoir être appliqués au quotidien. Et puis le côté communication bienveillante, positive, que vous avez également rappelé sur la politique d'entreprise. J'aurais deux questions avant de passer la parole à la salle. C'est qui peut prescrire des substituts nicotiniques en Espagne ou au Pays Basque, espagnol? Comment ils sont remboursés? Quel niveau? Et quelle est la place également de la cigarette électronique dans vos différentes stratégies de soins? Bueno, a ver si... el tratamiento, hasta ahora, el tratamiento de la terapia sustitutiva de nicotina, vareniclina o bupropion, no está financiado por el sistema público. Les traitements ne sont pas financés par le système public. Pero este domingo, Mais dimanche dernier, la ministra de Sanidad ha planteado que iba a financiar, que se va a empezar ya a financiar el tratamiento de tabaco. Mais la ministre de la Santé, donc dimanche dernier, a dit qu'elle allait commencer à financer au niveau national justement tous les traitements contre le tabac. Con un fármaco. Avec un médicament. Vareniclina. ¿Cómo se llama? Vareniclina, Champis. Vareniclina. Vareniclina. Y para un grupo de población. Pour un groupe de population. Pero todavía no sabemos cómo va a ser. Todavía las comunidades autónomas se han reunido este lunes, pero todavía no sabemos cómo va a ser porque va a ser para un grupo de población, no va a ser para toda la población. Y no sabemos cómo va a ser. On ne sait pas encore comment ça va se faire. En fait, les régions autonomes espagnoles n'ont pas encore le détail de comment ça va s'organiser. La seule chose que l'on sait, c'est que ça va être réservé à un groupe de population, mais on s'est réunis lundi et on n'a pas encore d'informations là-dessus sur ce détail. Tout ce qu'on sait, c'est que ça va être réservé à un groupe de la population, ça ne va pas être pour toute la population.
decir que Le dentro financement, de- on parle, hein, bien sûr. Hein. que la intervención se hace por médicos o por profesionales de medicina o enfermería y que el médico es el que prescribe. C'est le médecin qui fait l'ordonnance. Eso. Y luego otra pregunta era sobre si nosotros no lo damos como alternativa a dejar como tratamiento. La cigarette électronique n'est pas une alternative. ¿Te refieres como en se hace en Espagne. Inglaterra? ¿Como alternativa para dejar de fumar? No. Non, ce n'est pas une alternative en Espagne pour laisser No, para pour arrêter de nosotros, fumer. Es más, en Euskadi está la prohibición, es prohibición de tabaco y dispositivos electrónicos. No sé, es la misma legislación la que prohíbe. En fait, c'est l'interdiction au Pays Basque, par exemple dans les endroits publics, c'est donc les cigarettes et les dispositifs électroniques. Hein, les cigarettes électroniques sont interdits. Également, c'est les médecins qui donc établissent l'ordonnance et qui peuvent également le personnel infirmier aussi peut prescrire, etc. Il peut donc prescrire des ordonnances, mais c'est donc les professionnels de santé en général. Hein, voilà. Des questions d'autre part? Non, c'est bon. Merci beaucoup une nouvelle fois et puis écoutez, au plaisir de nouveau échanger avec vous en tout cas sur votre réseau et vos travaux qui sont passionnants. Ouais. On va passer. Merci beaucoup. On va passer du coup la parole à Xavier Guillou pour la dernière présentation de l'atelier, donc la présentation du protocole d'études et des premiers résultats de la mise en place donc, de vaporisateurs personnels et de traitement de substitution nicotinique à disposition donc, des détenus de la maison d'arrêt de Caen en lien avec le centre hospitalier universitaire de Caen. Donc expérience innovante qui, j'espère, va se développer, en tout cas et diffuser de façon un petit peu plus large. Tu vas nous en dire davantage. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, c'est Xavier Guillou, président de l'association La Vape du Cœur. Donc, vous allez voir, je présente un PowerPoint qui a été travaillé par le docteur Marie van der Schuren en collaboration avec Lidwin Troncy, voilà, un cadre de santé de l'USSD. Donc, Marie van der Schuren est chef de service addictologie au CHU de Caen. Voilà, donc parce qu'elle a porté un projet auprès de l'ARS Normandie qui s'appelle donc la vape en prison. Donc avant tout, elle remercie les équipes de l'unité sanitaire du dispositif de soins somatiques, voilà, les unités de coordination de tabacologie, leur contribution à ce projet, la direction du CHU de Caen, la maison d'arrêt, le centre pénitentiaire pour leur confiance, l'ARS pour le financement, et un grand merci à la team Zonzon. Donc la team Zonzon, c'est Valérie Saloux, Xavier Guillou, Lidwin Troncy. Voilà, c'est parce que nous, on allait intervenir en milieu carcéral, donc on nous a très vite mis l'étiquette team Zonzon dans le dos. Voilà. Sans qui le projet n'aurait pas connu le succès. Voilà, c'est elle qui le dit, c'est pas moi. Le cadre du projet, donc à Caen, il y a 2 établissements, donc un établissement, une maison d'arrêt, voilà, et un centre pénitentiaire. Il y a à peu près 800 détenus sur les 2 établissements. 3 structures interviennent au niveau santé dans les 2 établissements, le CHU de Caen, le XAPA Rive-Gauche AMPA et le PSM. Voilà. L'appel à projet date de août 2017 sur la réduction des risques en prison. L'obtention du financement en décembre 2017 était d'à peu près 55 000 € pour des cigarettes électroniques. Alors, cigarettes électroniques, moi, j'aime pas trop. Je préfère vape et des liquides et des résistances. Donc, la prise en charge des fumeurs avant le projet. Donc, historiquement, le sevrage tabagique était réalisé par l'UST, voilà, ou les médecins.
repris depuis quelques années par, elle m'a mis plein de trucs, IDE et l'USDSS, voilà, dont une a été formée au DU de tabacologie. Ça, voilà. Le projet initial, formation des professionnels de santé. Donc on a fait des ateliers auprès des professionnels de santé pour les former à la cigarette électronique. Je sais que le docteur Van der Schueren leur a aussi refait une petite piqûre de rappel sur tout ce qui était patch, gomme, tout ce qui était substitut nicotinique. Voilà. Donc une intervention auprès des personnels du centre pénitentiaire et de la maison d'arrêt, information sur le sevrage tabagique, distribution d'une cigarette électronique et des TSN et suivi, toujours pareil, hein, vous pouvez le lire. Une intervention auprès des personnes détenues, information, distribution et suivi. Là, c'est pareil, on avait donc des groupes de détenus qu'on a donc... alors, au premier abord, on parlait à un moment donné de tabac, la nocivité, choses comme ça. Et, ensuite, on parlait de tout ce qui était substitut nicotinique pour l'arrêt du tabac. Et venait ensuite, à la fin, la cigarette électronique. Voilà. Développement des outils et de la logistique, de la communication pour la mise en œuvre du projet. Plusieurs problèmes donc, à résoudre avant de débuter. Parce que le docteur Van der Schueren, là c'est plus ma partie, donc là je vais être peut-être plus bavard, a assez vite rendu compte que en prison, on ne rentre pas n'importe quelle cigarette électronique. Hein. Et le gros problème de la cigarette électronique, comme on peut la connaître maintenant, il se recharge quasiment toutes avec des micro USB. Le chargeur micro USB, c'est simplement le chargeur d'un téléphone. Donc, rentrer un chargeur de téléphone dans un établissement pénitentiaire, c'est tout juste impensable. Voilà. Donc, on a trouvé, on a cherché, nous, les vapoteurs, on a cherché le dispositif qui pouvait rentrer. Donc, comme vous voyez là, on avait trouvé, elle s'appelle la Spinner 2, et le clairomiseur, c'est un Kanger T2. Voilà. Et donc, c'est un chargeur qui vient se visser sur la batterie. Donc, logiquement, on ne peut pas recharger un téléphone portable avec. Voilà. Et puis, elle a mis une photo de fiole. Donc, elle vous a mis le prix. Hein, donc, une batterie de Spinner, c'est à peu près 16,10 € la batterie. Le chargeur, 1,70 €. Le cordon, 1,75 €. Clairomiseur, 2,50 €. Une résistance, 1,50 €. Voilà. Et puis, la fiole était de 3,40 à 3,60 €. Sachant qu'on est sur un autre dossier actuellement et que ce tarif-là a chuté énormément. Donc, des solutions. Donc, une aide interne venue de la cadre de santé, donc Lidwin Trancy, hein, que vous voyez à côté de Marie. Ouais, Lidwin s'est énormément investi et je pense qu'elle a fait beaucoup dans le dossier quand même. Le travail de Xavier Guilloux, vapoteur, devenu depuis président de la VAP du Cœur. Voilà. J'ai grandi encore depuis le dernier diaporama. Voilà. Et création d'une équipe de copilotage, donc avec tout ce que vous pouvez lire, dont la VAP du Cœur. Voilà. Donc, clairement, on s'est aperçu qu'il fallait que toute l'équipe, donc le personnel de santé, les vapoteurs, médecins, il fallait vraiment qu'on parle tous d'un seul et unique mot, parce que on s'aperçoit que si malheureusement le projet n'est pas porté par tout le monde, eh ben, on rencontre très vite de grosses difficultés. La formation préalable indispensable. La formation des équipiers, toujours pareil, à la VAP. Donc ça, c'est moi qui l'ai fait. Donc, comme je vous disais, on a fait des petites
après-midi. Et donc là, on parlait vraiment que de vape. On leur a appris à démonter une vape, comment entretenir une vape, comment on vape, voilà. De façon qu'ils se familiarisent aussi avec ce matériel-là. Parce que, bah oui, nous, n'étant pas toujours dans la prison, malheureusement, le personnel de santé était allait parfois être interpellé pour du genre changer une résistance ou un claireau cassé ou quelque chose. Donc, c'était bien de les former de façon qu'ils soient un petit peu autonomes sur la vape. La formation des équipes infirmières, donc ça c'est Marie van der Schoren, je crois, et si je ne vous dis pas de bêtises, Valérie Saloux, qui a fait ça. Donc c'est pareil, si je ne vous dis pas de bêtises, alors je sais qu'il y a quelqu'un, et je l'ai vu, il y a quelqu'un du CHU de Caen dans la salle, donc si je dis trop de bêtises, il faut qu'il m'arrête. D'accord ? Mais toutes les infirmières qui travaillaient donc, en prison sont repassées au service tabacologie, je crois, pour leur refaire une petite mise à jour sur la prescription. Voilà. Par conséquent, de revoir des pratiques de manière spécifique. Voilà, je vous l'ai expliqué, c'était écrit dessous. Donc ça, elle m'a fait un petit tableau, l'évolution de la distribution, donc patch, gomme, et voilà. Donc on s'aperçoit qu'en 2012, voilà, il y avait un chiffre de 16 975. Et quand on a fait 2017-2018, alors 2016, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Mais on a une forte progression sur 2018. Alors pourquoi? C'est simple. Parce que la cigarette électronique, malheureusement, elle a ses limites. Hein, parce qu'en France, on ne peut pas mettre plus de 20 mg de nicotine dans les fioles de 10 ml. Donc 20 mg, ça correspond à peu près à 20 cigarettes par jour. Donc si quelqu'un qui fume 30 cigarettes, ben, on est obligé de le patcher. Donc on patch et on vape. Voilà. De façon qu'il ait son apport de nicotine. Donc voilà l'augmentation en 2018, c'est clairement dû à l'association Patch et Vape. Le centre pénitentiaire, c'était en baisse, mais il faut savoir qu'au centre pénitentiaire, ce n'est pas la même population. Donc, s'explique peut-être ça, je ne sais point. Marie aurait été là, elle aurait pu vous le dire. Voilà. Ça lui apprendra de me donner toutes les infos. Elle me regarde. Donc là, elle vous a mis les tarifs nicotiniques, gomme, voilà. Hein, donc, je ne sais pas si le monsieur du CHU de Caen sait pourquoi. Non plus, d'accord. Donc la mise en œuvre auprès des professionnels, donc participation à un COPIL, action en éducation en santé, pour présenter le projet. Nombreux échanges avec la détention et le cadre de l'USDSS. Donc là, clairement, ce que je vous disais, il faut vraiment que tous les acteurs parlent d'un seul mot. Donc oui, on est obligé d'être en relation avec les responsables de la détention, parce que on ne rentre pas en prison comme on veut, on ne sort pas en prison comme on veut, et on ne fait pas ce qu'on veut non plus en prison. Donc clairement, il faut mieux qu'on soit tous d'accord. Première intervention s'est faite à partir de mars 2018, ouais, je me rappelle encore. Après, de l'ensemble des personnels de fumeurs, donc on a favorisé, on a commencé par équiper les surveillants. Voilà, donc on a commencé par équiper les surveillants qui souhaitaient être arrêtés de fumer. Donc il fallait qu'ils rentrent quand même dans le cadre. Donc si ils voulaient une cigarette électronique, il fallait qu'ils soient suivis par la tabacologie du CHU de Caen. Voilà. Et donc c'était un véritable suivi. C'est pas un cadeau qu'on leur faisait, hein. C'est un suivi. Hein. C'était, voilà, on les amenait dans une démarche de défume. Voilà. C'était notre but à la base. Donc il y en a, vous verrez, il y a quelques-uns qui ont joué le jeu, il y en a d'autres qui n'ont pas joué le jeu, mais ça, c'est la vie, c'est comme ça.
Donc au niveau, et pourquoi on a fait ça? Parce qu'on s'est aperçu que en donnant aux surveillants et en équipant après les détenus, il y avait, voilà, ils étaient dans la même démarche. Bon, il y en a un qui est là pour surveiller l'autre, mais ils étaient dans la même démarche de l'arrêt du tabac. Donc on a voulu vraiment favoriser ça. La mise en œuvre auprès des personnes détenues. Voilà, donc la décision de réaliser des interventions en groupe, parce que c'est vrai qu'au départ, on était parti, voilà, mais ça s'est vite transformé à refaire des petits groupes, parce qu'on montait à une quinzaine de personnes pour essayer de ventiler très rapidement, parce qu'il faut savoir qu'on est monté très rapidement à 200-300 personnes qui étaient en liste d'attente. Donc, il fallait ventiler quand même. Xavier Guillou pour présenter l'AICIG, donc moi-même, et un membre, donc c'était Lidwin Troncy, qui était souvent avec moi. Donc on faisait nos ateliers en binôme, voilà. Donc Lidwin, elle s'occupait de tout ce qui était médical, et moi je m'occupais de tout ce qui était cigarette électronique. Chacun son boulot. La réalisation des vidéos en interne pour la communication. Donc, on a fait quelques vidéos sur le montage-démontage de cigarettes électroniques. J'ai fait des vidéos sur qu'est-ce qu'il y a dans les liquides, voilà, donc en expliquant qu'on savait exactement ce qu'il y avait dans les liquides. Et puis, on a fait des petits tutos, comment entretenir sa vape, comment faire attention à sa vape aussi, voilà. Et puis la désinfecter de temps en temps, les choses comme ça. Voilà. Et ça, c'était sur leur canal vidéo, et ça passait en boucle, parce qu'ils ont une chaîne, et les informations des pénitenciers, ça tourne en boucle. Donc, ils ont eu la chance de me voir pendant quelques mois en boucle. Voilà. Alors là, voilà. Elle a mis ça, j'ai essayé de regarder tout de suite. Ouais, mais je vois que le monsieur du CHU fait les gros yeux, mais voilà. Hop, je passe. Une première évaluation novembre 2018. Donc, sachant qu'on a eu, vu que c'était une première, on a eu parfois quelques petits soucis. On a été obligé de recadrer beaucoup, parce que, bon, on a eu le cas de personnes qui venaient chercher une cigarette, une vape, et puis qu'on voyait à la sortie de l'atelier les changer contre des paquets de clopes. Voilà. Donc, il a fallu qu'on recadre un petit peu plusieurs fois. Donc, c'est pour ça que ça a été un petit peu long à mettre en place. Mais maintenant, je pense qu'on a tout eu, donc c'est plus facile maintenant. Donc, 252 personnes détenues équipées, 26 ateliers en novembre. Donc, vous voyez qu'on n'a pas chômé quand même, parce que commencé en mars, novembre, 26 ateliers, c'était pas vilain. Donc 143 personnes à la maison d'arrêt, 81 au centre pénitentiaire, 28 dans le quartier femmes, ce qui a représenté fin juin. Donc on avait, alors oui, les femmes étaient peu nombreuses, donc on a vraiment mis le point sur les femmes dès le départ. Et donc fin juin 2018, 100% des femmes détenues étaient vapoteuses. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'il avait arrêté de fumer, mais il était tout équipé. Voilà. Mais il faisait du vapofumage. Il y en a qui ont arrêté, il y en a qui n'ont pas arrêté, mais ils étaient toutes équipés. Ils avaient toutes fait la démarche de vouloir essayer d'arrêter de fumer. Voilà. Donc, on en était assez fiers parce que voilà, c'était quand même très bien pour nous, on était contents. Dans 5 minutes, d'accord. Alors, 34 personnes du personnel équipé. Hop, ça va aller vite. Donc, première évaluation novembre 2018. Grande satisfaction au niveau de l'administration pénitentiaire, du centre pénitentiaire et des personnes détenues. Des équipes paramédicales mieux formées avec un meilleur confort des personnes détenues, fumeuses en sevrage.
Des difficultés spécifiques à la maison d'arrêt, courte peine. Donc sur les courtes peines, on a eu des gens qui sont partis, on n'a pas pu les suivre. Donc sur 143 personnes équipées, 87 sont encore détenues. Des personnes équipées qui ne sont pas en demande de sevrage tabagique, donc, et revente de matériel, comme je vous disais. Et on a aussi des gens qui sont simplement venus chercher un cadeau. Voilà, mais ça c'est comme ça. L'objectif des 1000 cigarettes, parce qu'à la base le dossier c'était 1000 cigarettes, ne sera pas atteint malheureusement, parce que le prix de la cigarette électronique de base qui avait été faite, c'était donc une qui ne correspondait pas aux critères pour rentrer en prison. Donc malheureusement, le prix de celle qui pouvait rentrer n'était pas du tout le même, et donc ça a augmenté un tout petit peu. Plus important, voilà, par 3, hein, mine de rien. Les liquides aussi qui étaient assez chers, et même très chers. Meilleure qualité souhaitée par la VAP du Cœur, oui, parce que voilà, on allait donner des liquides qui étaient pas des liquides du vapotage, hein, qui étaient fabriqués par l'industrie du tabac. Donc nous, VAP du Cœur, on vape des produits de vape. Voilà. Nombreuses sollicitations régionales, nationales, oui, on a eu un gros coup de chaud à un moment donné. Donc dans les médias, donc au niveau local, bon oui, on a été au niveau local, les journaux, télévision, choses comme ça, régional aussi. Au niveau national, on a eu de la chance de faire France 5 le 5 octobre au magazine de la santé. On fait Le Figaro, Europe 1, et j'en passe, et des meilleurs. Sur les réseaux sociaux, on a été jusqu'au Québec. Voilà. Première conclusion, un projet qui a réussi à se mettre en place grâce à des partenariats. Ce que je vous disais, c'est vachement important. Nécessité absolue d'un travail conjoint avec l'administration pénitentiaire, amélioration des suivis des fumeurs et amélioration de leur confort, approbation indispensable par les équipes paramédicales sur place du projet. Si on ne veut pas juste être des distributeurs de e-cig, comme je vous disais, il faut vraiment que tout le monde soit d'accord de faire ce projet-là, et une modélisation à finaliser pour diffusion optimale. Oui. Proposition de l'équipe infirmière, un réajustement, d'accord, à la maison d'arrêt, sevrage magique, liquide, alors là, elle m'expliquera quand je la reverrai. Demande d'un nouveau financement. Oui, malheureusement, on a demandé un nouveau financement pour essayer de pérenniser, pas pérenniser, mais pousser l'expérience un peu plus loin. Et on n'a pas obtenu l'argent. Donc voilà, on n'a pas pu, à ce jour, il n'y a malheureusement plus rien. Mais si j'ai 30 secondes, je vous dirai qu'il y a autre chose. Second bilan en juin 2018, au centre pénitentiaire, sur 81 dossiers, 48 personnes équipées encore d'un vaporisateur personnel. On a eu un suivi régulier avec les infirmières, 59%. 23 personnes ont un suivi en cours, 27 personnes ont arrêté et ne suivent pas, au bout, ils n'ont pas été au bout. De 2 à 7 mois, voilà. Donc, 13 personnes ont arrêté de fumer, ça me semble le plus important. 12 ont diminué leur consommation de tabac. 30 personnes n'ont pas donné suite après avoir reçu le vaporisateur personnel. Mais on s'aperçoit quand même que, bon, malgré que ça soit dans un lieu qui n'est pas plus simple, pas très simple à arrêter de fumer, on a réussi quand même à en faire arrêter quelques-uns. Évaluation par les ateliers à la maison d'arrêt. 5 ateliers ont été réalisés, 51 personnes ont été convoquées, personnes équipées en VP encore présentes à l'AMA en mars 2019, 36%, des personnes équipées entre mai 2018 et novembre 2018. 27 personnes ont participé à ces ateliers.
Les motifs de non-présentation, c'était 1, la libération, 2, l'hospitalisation, et on a eu 21 refus des gens qui ont été équipés et qui n'ont pas voulu nous rencontrer pour nous dire qu'ils n'avaient pas arrêté de fumer. Et je vais conclure, il en reste un tout petit peu, si je veux juste vous passer comme ça. Après, conclusion de participation, non, ouais, ça c'est toutes les conclusions. Faut dire que le diaporama est lourd pour 15 minutes. Merci de votre attention. Vous avez le mail de Marie van der Schueren qui s'affiche, et si vous avez des questions et que vous voulez de plus ample, voilà, vous lui envoyez un petit mail et vous lui dites que c'est ma part. Merci Xavier, merci d'avoir joué le jeu du temps un peu serré. Une espérance vraiment importante, l'accès aux dispositifs de prévention, de réduction des risques de soins dans les lieux de privation de liberté, ça doit rester un enjeu important pour nous, acteurs professionnels du soin, dans les années à venir. Je crois qu'on a encore beaucoup de travail à réaliser, celui-ci, ça en fait partie. Et je te redonne la parole tout de suite. Donc voilà, donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important, qui est à favoriser, qui est à diffuser. Il y a peut-être d'autres espérances qui sont en train de se créer. Tu veux dire un mot ? Oui, parce qu'il faut savoir que ce dossier-là, il n'est pas clôturé du tout, hein, bien loin de là. C'est que le début de quelque chose. Parce qu'il faut savoir qu'avec le RESPAD cette année, on va faire 3 prisons sur Paris. Donc on va apporter, là, cette fois-ci, réellement 1000 VAP en prison. Cette année, alors on commence cette année, on ne va pas faire tout pour cette année, je ne pense pas. Mais voilà, donc c'est un dossier, vous voyez, il y a une suite, et c'est le début de quelque chose, je pense. Voilà. Merci beaucoup. Effectivement, avec un financement de l'ARS Île-de-France, du coup, l'accès à la VAP et au substitut nicotinique pour 3 établissements pénitentiaires d'Île-de-France. C'est des programmes intéressants parce qu'en plus, ils mixent du coup, et vous avez l'obligation d'aller travailler en même temps avec le ministère de la Justice, du coup, qui est celui qui gère les établissements pénitentiaires et la santé. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir ce double regard et cette coordination. Une question, 2 questions dans la salle, un intérêt spécifique? Oui, madame. Vous avez un micro qui arrive juste derrière vous. Je travaille en prison également. J'ai une petite question parce que nos détenus nous disent qu'actuellement, dans notre centre de détention, les vapoteuses qu'ils peuvent acheter ne sont pas très performantes et les liquides pas terribles. Est-ce que l'ADI a pris en compte votre modèle de vapoteuse? Est-ce qu'ils vont le proposer de manière à ce que les détenus puissent le cantiner ou pas? Alors, je sais que le docteur Van der Schueren a été invité à rencontrer le ministère de la Santé et de l'Intérieur, je crois, et ils sont en train de parler à voir s'il n'y aurait pas possibilité de cantiner le modèle, avec quoi on a fait l'essai, sachant qu'on était avec Myriam du RESPAD il y a 2 jours à Nanterre, et normalement, si tout se passe bien, ça devrait peut-être aussi être cantiné à Nanterre, et ce serait peut-être ce matériel-là aussi, parce qu'on a réussi à faire comprendre qu'il fallait quand même un minimum de bon matériel et de bons liquides pour avoir des résultats. Parce que oui, actuellement, dans certaines prisons, ils peuvent cantiner, mais c'est des choses qui viennent de l'industrie du tabac. L'importance du matériel de qualité, effectivement. Oui. Oui, bonjour, oui, Gérard Campagne de Bayonne. J'interviens aussi à la maison d'arrêt et je remercie la VAP du Cœur de nous avoir permis ici à Bayonne également d'introduire des vapoteuses depuis quelques années, non sans difficulté. Ça a été relativement difficile, ça a été très fluctuant en fonction du directeur ou de la directrice en l'occurrence. Mais là, pour répondre à votre dernière question, je me suis rendu compte que les vapoteuses que les détenus pouvaient cantiner étaient de qualité équivalente à celle disponible dans la boutique d'à côté. Je suis allé voir le bureau tabac qui est à 100 mètres de la maison d'arrêt. Et donc finalement, la question de la manière du matériel à introduire s'est résolue un petit peu toute seule. Tant mieux. Voilà. Donc, mais tant mieux. Mais si on va dire que si c'est le début de quelque chose, ouais. Je pense que, voilà, moi je pense que j'ai vraiment bel espoir
sur les 3 prisons qu'on va faire sur Paris, on va mettre toute notre énergie de façon à pouvoir aider le maximum de monde après. C'est notre seul but, nous. L'histoire des matériels, en fait, il y a vraiment, en plus, il y a une vraie hétérogénéité, hein, comme tu le rappelles, de pratiques, de dispositifs, voilà, et puis en fonction des directions hospitalières dans l'établissement, effectivement, ça change. Il y a des directeurs qui des fois s'opposent, tout simplement, au fait que les vapoteuses puissent être cantinées, d'autres qui l'acceptent. Il y a des prisons qu'on a rencontrées aussi où le médecin peut faire une ordonnance pour une cigarette électronique, la donner du coup, qui est ensuite transmise à la famille. La famille du coup peut ensuite rentrer le matériel, quel qu'il soit, dans l'établissement. Donc voilà, il y a pas mal de pratiques très différentes. On essaie d'avoir effectivement quelque chose d'un peu cadré néanmoins, mais surtout, encore une fois, d'avoir du matériel qui soit de qualité. Une dernière question? Eh bien écoutez, on vous remercie. Merci encore à tous les orateurs pour ces riches présentations et bonne continuation de colloque.